Bonjour et bienvenue aux élèves et aux apprentis du lycée Le Buin pour la correction d'un exercice sur la chimie de l'eau en aquariophilie. Petit rappel des données de l'exercice. Un client qui a un aquarium de 250 litres. Il veut faire des caracidés américains. Donc là, c'est du genre Parachérodon, l'espèce Axelrodi. Il a trouvé sur un livre des données qu'il voudrait réaliser pour son aquarium de Cardinalis. Donc ensuite, il y a toute une série de questions pour amener son sujet et son projet à terme. Donc la correction de la première question. Le pH est quoi? Un pH de 4 et 6,5, ça veut dire quoi? Donc le pH, c'est une échelle, d'abord c'est une valeur qui n'a pas d'unité, ça signifie potentiel d'hydrogène. C'est une valeur qui va de 0 à 14. Donc à 7, au milieu, on est neutre, donc on parle d'un pH neutre. En dessous de 7, on va être dans un pH acide. Et au-dessus de 7, on va être dans un milieu alcalin ou un pH basique. Donc un pH de 1 est un pH très acide, un pH de 6 est un pH légèrement acide, un pH de 8 va être un pH légèrement basique et un pH de 13 va être un pH fortement basique. Donc le client, lui, voudrait une eau acide à moyennement acide, on va dire. Question suivante. Le GH, c'est quoi? Expliquer les bases et combien pour le TH? Donc là, j'ai mis un petit tableau qui récapitule un petit peu les valeurs du GH. Donc le GH, quand il est très faible, on parle d'une eau très douce. Lorsque le GH est élevé, on parle d'une eau dure. Dans les intermédiaires, on va parler d'une eau mi-dure ou mi-douce. Donc au niveau de la définition, le GH ou le TH, c'est la même chose. Ça mesure les minéraux contenus dans 1 litre d'eau. C'est principalement du calcium et du magnésium, qu'on appelle vulgairement du calcaire. Voilà, le GH constitue la minéralisation de l'eau. Plus l'eau contient des minéraux, comme du calcium et du magnésium, plus son GH ou son TH sera élevé. Donc le GH, c'est une valeur allemande, alors que le TH, c'est une valeur française. En aquariophilie, la valeur la plus demandée ou la plus mesurée, c'est bien sûr le GH. La quasi-totalité des tests mesure le GH. Lorsqu'on veut passer du GH au TH, il suffit de multiplier par 1,79. Donc un GH de 3 donnera 5,4 environ, alors qu'un GH de 12 donnera un TH de 21,5. Si on veut passer du TH au GH, il suffit de diviser par 1,79. C'est important le GH car la plupart des poissons et des plantes vont préférer une eau ici, c'est-à-dire une eau plutôt douce à moyennement douce. Alors qu'en France, on est plutôt dans des eaux dures, voire très dures. Donc c'est pour ça que l'apport d'osmosée est bénéfique pour les poissons et les plantes lorsque l'eau du robinet est dans ces valeurs ici. Pour l'eau de mer, il y a un petit cas particulier. On ne mesure jamais le GH parce qu'il y a tellement de minéraux qui seraient supérieurs à 400. Donc il n'y a aucun intérêt de mesurer le GH. On utilise d'autres éléments de mesure. TH signifie titre hydrotimétrique. On continue. Le KH, expliquer les bases, combien pour le TAC? Alors, la définition, c'est que c'est la dureté carbonatée, alors que ce qu'on a vu avant, le GH, c'est la dureté totale. Donc la dureté carbonatée, elle mesure la quantité de carbonate, bicarbonate de calcium et de magnésium dans l'eau. Bon, nous, ce qu'il faut retenir le plus facilement, c'est que le KH est lié au pH. C'est son pouvoir tampon, c'est le pouvoir tampon de l'eau. Donc un exemple, si on a un KH élevé, c'est-à-dire à 14, 15, 16 ou plus, on aura un pH très stable. Donc il sera très difficile pour le client de réduire son pH.
Si par contre on a un KH autour de 6-10, il sera beaucoup plus simple par la suite de faire varier le pH, le diminuer par exemple. Et si par contre il a un KH inférieur à 3 ou 4, alors là le pouvoir tampon de l'eau est très faible, voire fragile, et on a un risque de chute brutale de pH ou de montée brutale du pH. Donc on va avoir un pH complètement instable. Donc il faut savoir que en aquariophilie, à part des cas particuliers, on ne va jamais avoir un KH ou essayer d'avoir un KH inférieur à 3. Donc là, le client qui veut baisser son pH, eh ben on va d'abord baisser son KH autour de 6-10, hein, qui seraient des valeurs mini et maximum. Le KH, c'est la valeur allemande, alors que le TAC, c'est la valeur française. Le plus utilisé dans les tests et dans les livres, c'est bien sûr le KH aussi, la valeur allemande. Et comme pour le KH et le TH, pour passer du KH au TAC, il suffit de multiplier par la même valeur 1,79. Donc un KH de 4 donnerait à peu près un TAC de 7,16. TAC signifie titre alcalimétrique complet. Une des raisons pour laquelle on n'utilise pas d'eau osmosée à 100%, c'est que l'osmosée a un KH qui est égal à 0. Donc on aura un milieu très instable. Comment obtenir une eau à 6,5 de pH? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on évite de varier des paramètres physico-chimiques avec des poissons. Donc l'idéal est de le faire avant de mettre des poissons, hein, lorsqu'on prépare l'eau. Autrement, si vraiment il y a des poissons et un client veut baisser son pH, il faut veiller à ne pas descendre plus de 0,2 points de pH par jour. Donc l'idéal est de le faire sans les poissons. Alors, en un premier temps, on va ramener un KH de 8 avec de l'osmosée, hein, qui lui est à 0. Donc, on va diminuer le KH. Et ensuite, naturellement, la façon la plus naturelle, ce serait ajouter de la tourbe, qui, elle, va progressivement baisser le pH, en général, jusqu'à une mesure d'environ 6,5. Attention, il existe différentes tourbes plus ou moins actives. Il faut savoir aussi que la tourbe va colorer l'eau. Hein, on appelle ça une eau noire, une eau ambrée. Ça va faire ressortir la couleur des poissons, mais ça peut déplaire à certains clients. Donc il y a une autre solution assez naturelle. Si le client veut beaucoup de plantes, et après avoir baissé le KH, on peut ajouter un diffuseur avec un régulateur de CO2 qui va incorporer de CO2 pour les plantes. Et du fait, le CO2 dans l'eau va créer de l'acide carbonique, donc va rendre le milieu va avoir tendance à s'acidifier. Comment obtenir une eau avec un GH de 3 à 12? Eh bien, mole, j'ai pris des valeurs de mole. On a un GH de 18 et un KH de 15. Donc, si on fait 2 tiers, alors après, c'est une proportion. Hein. Si on fait une 2 tiers d'osmosée, on voit qu'on va avoir 2 tiers d'osmosée, 1 tiers d'eau du robinet. On voit que le KH, en gros, la valeur d'eau du robinet va être divisée par 3. Donc, on va se retrouver avec un GH de 6 et un KH à peu près de 5. Si on fait moitié-moitié, on va diviser la valeur de l'eau du robinet par 2, à peu près. Donc, on aura un GH autour de 9 et un KH entre 7 et 8. Les produits chimiques, genre ceux-là, là, KH minus, pH plus, GH plus, GH minus, etc., ne sont pas les plus conseillés par délicat d'utilisation et pas vraiment naturels. Pourquoi attendre 3 semaines avant de mettre des poissons? Explication en 4-5 lignes plus schéma. Donc le schéma, on l'a là. Donc tout simplement, sans rien faire, les premières semaines où on démarre un aquarium, on va avoir l'azote qui va se transformer en ammonium, ammoniac selon le pH. Donc une fois que l'ammonium, l'ammoniac, donc là c'est certaines bactéries vont permettre cette transformation. Une fois qu'il a atteint un certain seuil, d'autres bactéries vont commencer à arriver. Donc là les bactéries, ces bactéries-là, sont optimales, donc elles vont commencer à baisser le taux d'ammonium et ammonium-ammoniac. D'autres bactéries là vont intervenir pour transformer, lorsque ça baisse, ça ne disparaît pas, ça se transforme en nitrite. Et là, d'autres bactéries vont transformer l'ammonium, l'ammoniac en nitrite. La nitrite, pareil, va atteindre un pic, alors en général au bout de 2 semaines, alors que la montée d'ammonium, d'ammoniac, c'est 1 semaine. Donc les nitrites vont atteindre un maximum, puis là aussi, sous l'action d'autres bactéries, les nitrites vont être transformés en nitrate, qui lui
va s'accumuler. Donc s'accumuler jusqu'à faire des changements d'eau par exemple, et il sera un petit peu consommé par les plantes. Donc on voit bien que seul à cette période là ici, on va pouvoir commencer à mettre des poissons de façon progressive, car le milieu sera encore un petit peu fragile. Donc la montée d'ammoniac intervient au bout d'une semaine, puis elle va chuter pour laisser la place à une forte montée de nitrite, qui va prendre à peu près une semaine aussi. Il faudra attendre une nouvelle semaine qui se caractérise par la chute de la concentration des nitrites et une hausse des nitrates. À partir de là, le cycle de l'azote sera effectif, sera établi. La vitesse de mise en place du cycle peut varier selon plusieurs paramètres, ce n'est pas une science exacte. Donc la température de l'eau peut influencer, les masses filtrantes ou les filtres, le volume de l'aquarium, s'il y a des éléments polluants dans l'eau ou pas polluants, etc. Donc il faut surveiller l'apparition du pic de nitrite à l'aide de tests. Des tests qui seront souvent des réactifs de couleur, qu'on appelle des tests colorimétriques. Voilà, mettre les poissons trop tôt, il faut faire attention parce que ça peut être une catastrophe pour le client qui va abandonner l'aquariophilie parce que ça coûte cher. Il va être confronté à des maladies comme des points blancs. Bon bref, c'est pas très motivant en démarrant. Et pour les poissons aussi, parce qu'eux, ils vont tout simplement mourir. Donc l'idéal est de toujours bien respecter ce cycle de l'azote. NO2, c'est quoi? C'est toxique, valeur normale. Les NO2, c'est les nitrites, d'accord? Donc c'est la décomposition dans le cycle de l'azote, de l'ammoniac et de l'ammonium. Ils sont toxiques à faible dose. En général, un aquarium normal, bien équilibré, ne doit pas dépasser 0,1 mg par litre. Donc attention, là c'est bien 0,1 mg par litre. Un excès de nitrite, il faudrait revoir la filtration, le dosage de la nourriture, voir la qualité de la nourriture, l'entretien des filtres biologiques qui peut être fait de façon trop intensive, une surpopulation, des plantes ou un décor qui se décompose. Voilà, ce qu'il faut, c'est toujours chercher la cause. Ça peut être aussi un aquarium tout simplement qui démarre, une installation d'aquarium. Les nitrates, c'est quoi? Est-ce toxique? Valeur normale. Alors les nitrates, NO3, c'est les nitrates. Ils sont toxiques mais à forte dose. La valeur acceptée dépend bien sûr de la fragilité des espèces. Donc des poissons comme des discus, des apistogramma et des poissons dans ce style vont préférer des valeurs inférieures à 50 mg. Si on est inférieur à 25, tant mieux. Mais voilà, 50 mg, on va dire que c'est une valeur à pas trop dépasser. Par contre, pour des poissons, des guppies, des poissons rouges, cyclidés africains et compagnie, une valeur jusqu'à 100 mg est acceptée, mais bien sûr, moins il y en a, mieux c'est. Il en faut un petit peu, parce que les nitrates est un engrais naturel. Les plantes et les algues apprécient beaucoup les nitrates, et donc c'est un engrais qui va permettre de favoriser leur croissance. D'ailleurs, un aquarium qui a des problèmes d'algues réguliers, des algues qui arrivent de façon envahissante, on peut soupçonner un excès de nitrate. Alors voilà, un excès de nitrate, revoir l'entretien, c'est souvent des changements d'eau qui ne sont pas assez réguliers, une filtration qui n'est pas assez performante, un excès de déchets, etc. La puissance du chauffage, alors, en général en aquariophilie, on compte environ 1 watt par litre d'eau. Donc là, un chauffage de 250 à 300 watts suffira. Le débit du filtre intérieur-extérieur, les plus, les moins. Alors, c'est des caracidés, ce n'est pas des poissons très salissants. Donc, on peut calculer 3 fois le volume de l'aquarium par heure. C'est-à-dire qu'on aura une filtration qui aura un débit de 750 à 1000 litres par heure. Le filtre extérieur, ça sera peut-être celui qu'il faudra conseiller le plus. Déjà, il ne prend pas de place dans l'aquarium, facilité d'entretien. Et il y a une capacité de filtration, un volume de filtration très conséquent. Le principal inconvénient, c'est le prix, car ce sont des appareils assez chers. Et vous avez quand même un risque, s'il y a un problème d'étanchéité, de vidanger l'aquarium dans votre appartement. Le filtre intérieur est facile à utiliser et en général peu coûteux. Ils sont par contre peu esthétiques, ils prennent de volume dans l'aquarium et la capacité de filtration est parfois faible. Voilà, des filtres biologiques par contre sont assez efficaces.
Les masses filtrantes, alors les masses filtrantes obligatoires, on va mettre des masses filtrantes mécaniques hein, pour rendre l'eau claire. Donc les masses filtrantes, ça va être de la ouate, ça va être de la mousse, ça va être différents éléments comme ça. Une autre obligatoire, ça va être les masses filtrantes biologiques. Donc là, pour maintenir les fameuses bactéries nitrifiantes. Donc là, ce sont des matériaux poreux. Et pour le client, on va lui conseiller de mettre de la tourbe, qui va rendre l'eau acide, un petit peu ambrée, mais ça mettra en valeur les poissons. La mécanique, on va la changer tous les 7 à 15 jours, lorsqu'elle s'encrasse. Il ne faut pas attendre qu'elle soit trop encrassée. La biologique, on va la nettoyer lorsqu'elle sera sale. Alors on va la prélever, on va prélever de l'eau de l'aquarium pour nettoyer les masses filtrantes biologiques dedans, ou changer partiellement les masses filtrantes biologiques. Les chimiques, si c'est de la tourbe, on va lire les recommandations du fabricant, car ça varie selon la qualité de la tourbe. Donc en général, il faudra la remplacer partiellement ou totalement tous les 1 à 2 mois. Au niveau du changement d'eau, alors l'idéal en aquariophilie, c'est faire souvent un petit peu et ne pas faire beaucoup rarement. Donc il faut respecter le rapport d'osmosée d'eau du robinet qu'on a mis au départ. Donc le client, s'il a le temps, on peut lui demander, lui conseiller de faire un changement d'eau 10% de 25 litres, 10% ça fait 25 litres, toutes les semaines. S'il a un peu moins le temps, on peut lui demander de faire un peu plus, c'est-à-dire 25%, 60 litres, tous les 15 jours. Bien sûr, le changement d'eau dépendra aussi de la population de poissons qu'il va mettre. Changer trop d'eau d'un coup n'est pas conseillé, car il y a des risques de choc thermique, choc osmotique, il y a des risques de déséquilibrer l'aquarium. Et enfin, la dernière question, le volume de sable. Alors ça, c'est des mathématiques plus qu'autre chose. Hein, j'ai été chercher sur Internet la densité du sable. La voilà. Donc elle fait 1600 kg par mètre cube. Alors on peut simplifier et dire qu'elle fait 1,6 kg par litre. Donc pour le client, le substrat aura une épaisseur, on va partir d'une épaisseur moyenne de 6 cm, hein, par exemple 5 à l'avant et 7 à l'arrière. Donc on peut calculer le volume de sable, hein, 120 c'est la longueur de l'aquarium, x 50 la profondeur, 6,5 la hauteur de sable moyenne qu'on veut, ça ferait en litres 39 litres. Si je multiplie les 39 litres par la masse volumique, c'est-à-dire 1,6, j'obtiendrai à peu près 62,4 kg de sable. Ce n'est pas une science exacte, donc on n'est pas au kilo près. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.